Alors, comme promis, nous avons deux économistes avec nous pour parler de ce sujet. Mon premier invité est Francis Généreux, économiste chez Desjardins. Monsieur Généreux, bonjour. Bonjour. Et également Germain Belzile, qui est également professeur au HEC, mais également Senior Fellow à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Belzile, bonjour. Bonjour. Alors, Richard Latendresse a lancé peut-être une première question. Est-ce que la date du 17 octobre est un peu flexible ou pas du tout? Non, c'est un peu flexible. C'est pas une date dure. C'est la date où est-ce que les mesures spéciales, parce qu'il faut comprendre que le plafond de la dette a été atteint au mois de mai. Donc, depuis ce temps-là, le Trésor américain va piger dans certains fonds de retraite des employés de l'État et différents fonds et permet d'avancer un peu, de continuer à dépenser un peu là-dessus jusqu'au 17 octobre. Donc, les mesures spéciales seraient finies après-demain, sauf que là, après, il faut dépendre des rentrées d'argent du gouvernement. Il y a probablement encore un peu d'argent en banque aussi. Et après, c'est au jour le jour, savoir si il va y avoir un problème de faire un paiement. Pas nécessairement un paiement de dette ou d'intérêt sous la dette, mais peut être un paiement autre d'un fournisseur quelconque. Là, à partir du 17, c'est là qu'on rentre vraiment dans l'incertitude. D'ici là, on sait au moins que le Trésor américain peut profiter des mesures spéciales. Et de façon naïve, quand on parle d'un défaut de paiement, on parle de combien et de quoi exactement? Écoutez, cette année, il y a un déficit budgétaire de quelques centaines, ou plus que 700 milliards de dollars, en fait. Donc, il faut qu'on aille emprunter au moins 700 milliards de dollars cette année. Et donc, le gouvernement devra faire des choix si ça se poursuivait. Moi, je ne suis pas personnellement extrêmement inquiet. Un mur budgétaire comme ça, on en a frappé régulièrement à chaque fois qu'on augmente le plafond de la dette. Le plafond de la dette, ça existe aux États-Unis depuis 1917. Donc, ça fait presque 100 ans. On l'a augmenté, mon Dieu, une vingtaine de fois depuis une vingtaine d'années, ou plus que ça, même un peu. C'est donc quelque chose qui est assez habituel aux États-Unis. Ce qui est peut-être un peu inhabituel actuellement, c'est le braquage idéologique des deux côtés. Mais vous savez, derrière ça, il y a des facteurs de long terme qui font en sorte que ça va être récurrent, ça va revenir, ce problème-là. On va revenir sur le long terme, mais pour vous, est-ce que là, on voit une joute politique, mais les impacts d'un défaut de paiement, qu'est-ce que ça implique? Une mauvaise cote de crédit qui va se dégrader, des paiements supplémentaires? Qu'est-ce que ça implique? Bon, une fois atteint le plafond, une fois jeudi passé, et qu'on commence à voir qu'il y a des problèmes du côté du pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral américain, là, c'est de savoir quand est-ce. Le principal problème, c'est d'arriver au 31 octobre, où est-ce qu'il y a un paiement d'intérêt sur la dette américaine. D'ici temps-là, il y a d'autres dépenses à faire, des dépenses importantes, oui, mais le premier qui permettrait de voir vraiment un défaut de paiement sur la dette américaine, ce serait le 31. Et là, les conséquences seraient beaucoup plus grandes pour les marchés financiers. Probablement une décote, ça, c'est difficile à voir, mais ça pourrait arriver. Ça dépend des agences. Mais vraiment, pour les marchés financiers, là, ça serait probablement beaucoup plus énervant là, si on arriverait vraiment que le Trésor ne peut pas payer les intérêts sur sa dette. C'est évidemment la dette américaine, c'est le marché peut-être le plus liquide dans le monde, et là, ça pourrait faire des grandes différences. Donc, personne ne voudrait porter l'odieux de ce défaut de paiement-là le 31 octobre, mais le 17, il y a un peu de flexibilité. Tout à fait. Il faut c'est qu'est-ce qu'il est une hypothèse, ou du moins un choix que pourrait faire le Trésor, mais qui dit lui-même que c'est difficile à faire, c'est de décider qu'on paye certaines dépenses, on ne paye pas certaines dépenses. Donc, on priorise la dette ou les intérêts sous la dette, mais on retarde un peu le paiement d'autres. Ça pourrait être une solution un peu soft, mais pour le Trésor, dit d'une manière technique, pour l'implémenter, c'est impossible. Là, ça reste à voir si c'est vrai ou pas d'ici temps-là. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la même chose pour une personne individuelle. Vous manquez de fonds ce mois-ci, vous devez faire des choix, et puis c'est pas nécessairement votre paiement hypothécaire que vous ne ferez pas ce mois-ci. Si c'est pour vous faire perdre votre maison, par exemple, bien, vous allez peut-être faire d'autres choix que celui-là, retarder un paiement que vous devez à un fournisseur, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense qu'on a encore au moins 2 semaines, en tout cas, avant qu'il y ait des problèmes, mais je serais étonné qu'on se rende jusque-là. Vu de l'extérieur, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'impact parce que ça peut seulement toucher quelques fonctionnaires fédéraux, mais c'est toute l'économie américaine qui peut quand même subir les contre-coups de cette fermeture partielle. Oui, tout à fait. Si on parle vraiment de la fermeture partielle, c'est 800 000 fonctionnaires, ce qui n'est quand même pas négligeable, avec beaucoup de travailleurs connexes, et vraiment des dommages collatéraux qui peuvent être importants. Et l'impact dépend de la durée.
Donc, vraiment, plus qu'on attend, plus ça devrait faire mal à l'économie. Il faut comprendre qu'il y a des permis qui ne se donnent pas, qu'il y a des gens qui ont besoin de différentes informations du gouvernement et qui ne peuvent pas l'avoir, et ça va avoir des impacts sur l'activité économique en général. Généralement, parmi les économistes, on parle d'environ 0,2% sur la croissance trimestrielle du PIB là, par semaine. Donc, on approche du 0,5 de croissance, qui n'est pas majeur, mais pour une économie qui roule depuis quelque temps aux alentours de 2 ça peut commencer à être problématique plus qu'on avance dans le temps. D'ailleurs, on a vu certains travailleurs, notamment chez United Technologies, chez Lockheed Martin, devoir licencier temporairement certains travailleurs, justement parce que des inspecteurs ne venaient pas sur le site ou parce que le site appartenait au gouvernement et devait être fermé. Donc, c'est tout ça aussi que ça peut impliquer. Oui, tout à fait, mais n'oublions pas que le gouvernement fédéral dépense par année plus de 3 000 milliards de dollars. Et puis, il y a un manque de 600 milliards à peu près, 6 ou 700 milliards. Donc, le gouvernement a quand même pas mal de fonds, là. Mais il devra faire des choix, c'est sûr. D'accord. L'impact à long terme, ce qui vous inquiète particulièrement, c'est quoi l'impact à long terme? Mais en fait, il y a une catégorie de dépenses du gouvernement fédéral qui augmente beaucoup plus rapidement que le PIB, donc beaucoup plus rapidement que la capacité de payer des Américains. Et c'est ce qu'on appelle les entitlements, ou les dépenses obligatoires sociales. Là-dedans, on retrouve Medicare, Medicaid, la sécurité sociale aussi. Et ça représentait 5 du PIB en 1975, l'ensemble de ces dépenses-là. Et c'est rendu à 9 actuellement. Et les organismes non partisans américains calculent que dans une cinquantaine d'années, ça va être rendu à peu près à la valeur du total des entrées fiscales, donc des recettes du gouvernement fédéral. Donc, il n'y aura plus de place du tout pour les dépenses militaires, pour les dépenses d'éducation, les dépenses en infrastructure et tout le reste. Et donc, c'est assez simple mathématiquement. Aucune dépense ne peut augmenter plus rapidement que le PIB éternellement. Et donc, le problème qu'on vit actuellement, on va continuer à le voir régulièrement tant qu'on ne fera pas de réforme en profondeur dans le système de sécurité sociale américaine. Donc, un problème structurel et la crise d'aujourd'hui ne fait qu'ajouter une tuile de plus à l'ensemble du problème. Et je dirais même que la tuile d'aujourd'hui, en fait, elle provient de ça. En fait, les dépenses du gouvernement fédéral, elles augmentent systématiquement plus rapidement que ses revenus. Et donc, on est continuellement en déficit. Et puis, donc, on est obligé d'augmenter le plafond de la dette. Et c'est là qu'on a un clash idéologique, si on veut, entre les républicains et les démocrates. Qu'est-ce qu'on fait avec ça exactement? Et c'est pas du côté des revenus qu'on peut régler le problème. On a calculé, par exemple, récemment à l'Institut que si on augmentait, si on créait une TPS, par exemple, aux États-Unis, on pourrait, une TPS à 5 comme au Canada, on pourrait régler le problème des déficits budgétaires américains pour les 10 prochaines années avec ça. Mais dépasser ça en 2035, on aurait déjà besoin d'une TPS à 15 plutôt, juste pour, mon Dieu, suffire pour combler les besoins supplémentaires dus aux dépenses sociales grandissantes. Donc, c'est pas quelque chose qui est tenable à long terme. C'est toujours délicat de faire des prévisions en étant économiste, mais pour vous, la crise actuelle, est-ce que les impacts sont beaucoup plus court terme ou les impacts risquent d'être plus grands à long terme? On les voit vraiment très clairement, les impacts à court terme, et c'est un peu un des paradoxes du débat actuel des finances publiques aux États-Unis, c'est que tout le monde voit qu'il y a un problème de long terme. Certains sont très alarmés, d'autres moins, mais c'est que les solutions apportées sont de très court terme. Lorsqu'on a fait les coupes automatiques du budget au début de cette année, toutes les coupes allaient du côté des dépenses des dépenses discrétionnaires, donc pas dans les programmes sociaux ou rien de ça. On ne parlait pas de comment on pourrait évoluer ou du moins diminuer les pressions sur les finances publiques dans le futur. C'est vraiment, on coupait tout de suite maintenant et ça a fait mal à la croissance économique. On a vu avec depuis 2010 et de plus en plus, il y a une contribution négative des dépenses du gouvernement fédéral à chaque croissance trimestrielle du PIB. Ça devrait se continuer encore cette année et ça devrait faire particulièrement mal aussi au quatrième trimestre de cette année à cause des semaines maintenant coupées là, du point de vue de l'activité économique du gouvernement fédéral. Et donc, ça va faire mal. On a déjà ajusté à la baisse un peu nos prévisions de croissance pour la fin de cette année, en espérant qu'on règle le problème pour un petit bout de temps, alors des négociations qui vont s'en venir, si on suppose qu'ils vont finir par s'entendre. Donc, on espère quand même là, que le débat va être un peu moins acerbe là, en 2014. Les républicains blâment beaucoup cet Obamacare, qui est un projet qui était cher au président américain, un projet qui coûte très cher, mais dans le programme des démocrates, est-ce qu'on voit une réduction des dépenses dans quelques domaines que ce soit, étant donné ce projet-là qui coûte si cher? Ce n'est pas un programme qui coûte cher en point de vue de déficit.
Donc, il ne s'ajoute pas au déficit dans les 10 prochaines années. Donc, à court et moyen terme, il n'y a pas de problème. Il y a des dépenses, mais des taxes pour financer certaines parties. Donc, oui, ça fait une augmentation de taxes. Pas tout le monde qui aime ça, notamment pas les républicains, mais du moins, d'un point de vue équilibre des finances publiques, ça ne fait pas très mal. Après, c'est peut-être un autre problème, mais c'est vraiment plus des questions qu'on ne veut pas que le gouvernement s'immisce encore plus dans cette industrie-là, d'où vient l'opposition des républicains. Qui relève surtout du privé, normalement. Oui. Oui, effectivement. Mais maintenant, effectivement, ça n'enlève pas le problème sous-jacent derrière tout ça, c'est-à-dire que l'ensemble des dépenses sociales américaines augmente plus rapidement que la capacité de payer, en fait, des Américains. Et puis donc, il faut faire quelque chose à long terme. C'est pas le problème actuel, c'est pas juste ça le problème actuel, et sans aucun doute un problème idéologique actuellement, mais derrière ça, il y a ce problème-là de fond et de long terme, et ce problème-là, il ne part pas, et il va nous ramener ces crises-là à chaque année ou à toutes les 2 années, justement parce qu'on va toujours revenir tant qu'on n'aura pas réglé le problème, en fait. Parce que le plafond de la dette actuellement, c'est quoi, 16 700 milliards de dollars qui pourraient, bon, là, on souhaite relever ce plafond-là. C'est inquiétant. Bien, il faut comprendre le plafond de la dette. La loi du plafond de la dette est un peu une aberration. Je comprends que le Congrès va avoir un certain contrôle, mais le Congrès choisit, 1, la taxation, 2, le niveau des dépenses. Donc, normalement, il ne peut pas choisir le troisième point d'un triangle qui serait la dette ou le déficit qui vient avec. Donc, c'est un peu une aberration. Donc, on peut pas, il y a un problème de ce côté-là qu'il va falloir régler à un moment donné aux États-Unis parce qu'on ne peut pas, quand A plus B est égal à C, mais on ne peut pas choisir et A, et B, et C. Donc, c'est un problème qu'il faudrait qu'il règle. Le plus loin qu'on repousse le prochain plafond de la dette, idéalement de faire comme on a fait au printemps, de l'abandonner pour quelques mois et plus ça serait long, mieux c'est. Bien, il y aurait beaucoup moins d'incertitude et ça pourrait aider la croissance économique. Mais aucun des deux partis ne propose de solution pour régler ce fameux problème-là pour un moment. Bien, en fait, moi, ici, je ne suis pas tout à fait d'accord au sujet du plafond de la dette. Je pense que le plafond, ça demeure une sorte de signal d'alarme ou de lumière qui s'allume et qui fait prendre conscience aux gens qu'on est en train d'augmenter l'endettement. Augmenter le plafond de la dette, c'est un peu comme demander à votre banquier d'augmenter votre marge de crédit. Et puis, ou d'augmenter la dette que vous avez déjà envers le banquier. Ici, aux États-Unis, effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange ou d'assez spécial. Normalement, c'est votre banquier qui accepte d'augmenter votre plafond. Ici, aux États-Unis, c'est le Congrès qui le fait. Mais à chaque fois qu'on augmente le plafond de la dette, on remet l'emphase sur le fait que la dette est en train d'augmenter constamment. Et en fait, on est sur le chemin d'un endettement qui est insoutenable si on ne fait pas quelque chose à long terme. Et donc... oui, tout à fait. C'est vrai que ça reste un signal d'alarme, je suis d'accord avec ça, sauf que ce n'est pas tant maintenant, on l'a très bien vu cet été, ce n'était pas un signal d'alarme pour les finances publiques. On a profité de ce débat-là pour entrer sous l'Obamacare et aller chercher des points partisans. Alors que peut-être de ce côté-là, on a peut-être oublié un petit peu la raison d'être du plafond de la dette. Et peut-être maintenant, dans les négociations, on semble y revenir, parler un peu plus de réforme des finances publiques un petit peu à long terme, tant mieux. Mais il faudrait, ça reste quand même quelque chose d'un peu aberrant et quelque chose qui commence peut-être à fatiguer les marchés financiers. D'ailleurs, je crois que la Maison-Blanche parlait de rançon que demandaient les républicains pour faire accepter un projet. Écoutez, de retour à notre émission à la une sur la crise budgétaire aux États-Unis. On est à quelques heures seulement d'un possible défaut de paiement de la part des États-Unis. Et on poursuit notre discussion toujours avec Francis Généreux et Germain Bézil. On a beaucoup parlé des impacts possibles aux États-Unis. Maintenant, quels pourraient être les impacts éventuellement pour le Québec ou le Canada s'il devait y avoir un ralentissement de l'économie américaine ou encore si la crise devait se prolonger jusqu'à cette fameuse date du 31 octobre. Quelqu'un veut se lancer en premier? Généralement, le Canada est toujours le premier touché lorsque les Américains ont un problème. On le voit un petit peu moins cette fois-ci il y a plusieurs canaux de transmission que des problèmes aux États-Unis peuvent faire mal à l'économie canadienne. Un de ceux-là, qui est souvent par la devise, on le semble moins touché un petit peu de ce côté-là, alors que le dollar américain s'est beaucoup déprécié depuis quelques semaines à cause un peu de ça, plus la politique de la Fed là, qui a surpris un peu des gens au mois de septembre. Mais avec tout ça, on voit l'euro beaucoup monter, le yen beaucoup monter, mais le dollar canadien, lui, fait plutôt du surplace. Donc, au moins, les exportateurs canadiens ont peut-être moins mal de ce côté-là, alors qu'un effet de devise aurait été un petit peu plus dommageable.
Maintenant, si la frontière, à cause des problèmes de fermeture partielle du gouvernement, si la frontière devenait plus imperméable, mais là, ça pourrait toucher nos exportateurs assez fortement. Et puis même nos manufacturiers ici qui importent des produits des États-Unis. Il y a beaucoup de production qui se fait en partie de chacun des deux côtés de la frontière. Des pièces fabriquées aux États-Unis, par exemple, qu'on utilise au Canada et vice-versa. Évidemment, si c'est plus difficile de passer la frontière, ça peut occasionner un ralentissement de la production chez nous. Mais pour l'instant, les camions traversent la frontière sans problème. Les douaniers sont en poste, donc la marchandise demeure un peu plus fluide. Mais quand même, il y a certaines catégories de marchandises qui pourraient être bloquées éventuellement. On a entendu certaines anecdotes, du moins de produits provenant de d'autres pays, pas nécessairement du Canada, mais qui demandent des permis. Probablement des produits, des matières dangereuses, des produits chimiques. Et là, ces permis-là ne peuvent pas être émis par les autorités du gouvernement fédéral américain. Donc, là, ça retarde justement, et ça peut retarder, l'entrée du produit à l'intérieur des États-Unis et probablement éventuellement une production quelconque d'un autre produit connexe. Donc, puis évidemment, si les entreprises américaines veulent embaucher des gens d'extérieur, toute la question des permis de travail, par exemple, est un petit peu en suspens actuellement avec la fermeture partielle du gouvernement. Donc, il peut y avoir des retards de ce côté-là. Puis ça peut toucher des compagnies canadiennes indirectement aussi. Oui. Oui, où est-ce que ça pourrait faire plus mal éventuellement, puis là on rentre plus dans l'hypothétique, c'est par les marchés financiers. Donc, si on s'approche des dates butoirs et si les marchés financiers commencent à s'inquiéter de plus en plus et qu'il y aurait vraiment, supposons, on l'espère pas personne, mais vraiment un arrêt de paiement sous la dette américaine, mais là, les marchés financiers pourraient avoir particulièrement mal et là, ça va évidemment toucher un peu partout sur la planète et le choc serait plus dur. Loin de moi de vouloir vous plonger dans l'analyse de la politique québécoise, mais on entend beaucoup des rumeurs d'élections ici au Québec et la première ministre Pauline Marois a beaucoup, au cours des dernières semaines, affirmé qu'elle comptait notamment sur la reprise de l'économie américaine pour pouvoir stimuler le marché de l'emploi ici au Québec. Mais avec cette crise-là, est-ce que ça ne compromet pas un peu plusieurs choses? Ça dépend vraiment du temps. Encore là, une fois, là, où est-ce que la crise va durer aux États-Unis, si ça fait beaucoup plus mal à l'économie américaine, éventuellement l'économie québécoise pourrait être touchée. L'économie québécoise qui ne va pas très rondement depuis quelques trimestres, malgré quelques bonnes données tout récemment. Alors, c'est sûr que ça met un petit peu plus d'incertitude de ce côté-là. Tout à fait. Mais personne ne prévoit actuellement de récession aux États-Unis. Et ça serait quelque chose de majeur pour nous. Ils vont peut-être avoir une légère baisse de la croissance américaine à cause de ces problèmes-là, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait toucher normalement. Je pense que les problèmes qu'on a actuellement dans le marché du travail, c'est plutôt des problèmes québécois. C'est pas vraiment nos partenaires qui sont responsables de ça. Non, parce qu'au Québec, on a vu, je crois, quatre mois consécutifs de PIB en baisse. Si c'est même pas, je m'en avancerai pas à 5, mais 4, je suis pas mal certaine. Donc, une économie qui est, disons, chancelante un petit peu. Et une création nette d'emplois négative depuis le début de l'année aussi. Oui, et je crois qu'il n'y a aucun économiste qui croit qu'on va terminer l'année avec un bilan d'emploi positif d'ici décembre, à moins d'un bond spectaculaire avec la nouvelle politique économique du gouvernement du Québec. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne vous plongerai pas dans l'analyse de la politique québécoise. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Francis Généreux, économiste chez Desjardins, spécialisé dans l'économie américaine, et Germain Belzile, professeur au HEC et également senior fellow à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup.